Bonjour à vous. Alors, je me préparais pour aller travailler dehors, puis c'est pour ça que je suis habillée comme ça, mais il s'est mis à pleuvoir. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un rendez-vous d'aujourd'hui. Parler aussi du fait qu'on n'est pas parfait. Je me suis dit, tiens, m'habiller comme ça, comme une fille qui travaille dehors, ben ça montre aussi mon imperfection. Je vais vous parler des choses quand même qui sont positives, entre autres ce grand courant qui continue d'avancer. Que ça soit pour le mal, c'est-à-dire le mal qu'on commence à voir de plus en plus, ou du moins pas juste nous qui le voyons, c'est-à-dire cette surmortalité qui apparaît chez les jeunes qui font des crises cardiaques, et puis sur les médecins qui confirment qu'il y a une recrudescence de cancer fulgurant. Mais pour vous parler aussi des choses positives, comme cette vidéo que je viens de recevoir au sujet d'une initiative qui s'appelle Terra, qui a lieu en France. Et dans le reportage, on dit ceci que j'ai trouvé vraiment intéressant que je vous partage. On dit s'occuper de sa zone d'influence et abandonner sa zone de préoccupation. Quand on est dans notre zone de préoccupation, on peut se sentir impuissant. On peut éprouver toutes sortes de sentiments de colère, de découragement. On peut avoir l'impression que ça finira pas. Et quand on est dans l'action, quand on est dans notre zone d'influence locale, personnelle, individuelle, puis on peut s'encourager. Puis Terra, c'est quoi? C'est une forme d'économie locale. Alors, ce que j'en comprends, c'est que c'est des gens qui ont rassemblé des producteurs de leur région et qui mettent en place des marchés, par exemple, et qui se regroupent pour jardiner. Ça, c'est un exemple. Il y en a tellement d'exemples comme ça. Autant des choses qu'on entend, dont on entend parler publiquement, d'autres choses qui sont discrètes, des choses qui sont nouvelles, d'autres qui sont anciennes, qui ont toujours été. Ça, c'est très positif. Je faisais un vol entre la France et puis la Suède récemment. Et je ne sais pas si vous avez fait ça. Vous retrouvez au-dessus d'un tapis de nuages blancs, dans un ciel qui est bleu avec un soleil brillant. Je pense que de mon point de vue, il n'y a pas rien d'aussi pur que cette vue-là. Ça m'émeut à chaque fois. Et dans le vol, parfois, il y avait moins de nuages, puis on était plus près de la Terre, puis je voyais les cours d'eau sur cette planète vivante qui ressemble à nos veines dans le corps. Et je voyais des villes un peu comme des cicatrices sur cette terre. Et je me disais, dans le futur, peut-être très lointain, l'humanité recherchera la pureté. La pureté sur le corps, avec l'absence de marque sur son corps, l'absence d'intervention agressante sur le corps, mais aussi la pureté sur la terre, en faisant en sorte que ces villes soient moins omniprésentes, qu'il y ait moins d'artifices, que l'humanité soit plus dispersée et qu'il soit des éléments qui contribuent à la vie plutôt que des éléments qui nuisent à la planète. Alors, j'ai l'impression qu'on est vraiment devant deux trajectoires. La trajectoire transhumaniste plutôt, qui qui prétend qu'on va devenir plus intelligent en ayant des artifices sur le corps, puis des artifices sur la planète, comme les antennes, les antennes qui se sont propagées. Mais ce faisant, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça donne le sentiment qu'on régresse à quelque part en prenant de l'artifice pour remplacer ce qui est déjà là sur notre terre, dans notre corps, qui est, euh, qui est merveilleux, qui est le miracle de la vie. Alors, il y a cette trajectoire-là, puis il y en a une deuxième trajectoire qui est celle de reconnaître le potentiel qu'on a. Le potentiel, par exemple, guérisseur du corps par lui-même. L'intelligence qu'on a perdue.
j'ai ce sentiment-là, puis je ne sais pas si vous le partagez, mais quand j'écoute les médias de masse, j'ai vraiment l'impression qu'on nous traite comme des idiots. On a utilisé ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton pour faire accepter des choses qui sont complètement aberrantes comme des normalités. Comme cette publicité de la jeune qui joue au soccer puis qui tombe en faisant une crise cardiaque, sa mère qui court vers elle, en passant l'idée que c'est de plus en plus normal pour des jeunes d'avoir des crises cardiaques. On nous prend pour des idiots, on nous méprise. Et dans le futur, je crois qu'on doit cesser d'accepter d'être méprisé de cette façon-là. J'ai aussi lu un article dans lequel on utilise des termes pour parler de gens qu'on ne connaît pas, des termes qui sont tellement, qui discréditent tellement ces personnes-là, qui sont tellement biaisés que c'est plus ces termes-là qui ressortent que le contenu. Ça, c'est dans les médias subventionnés qu'on retrouve ça. Alors, moi, je trouve que le système méprise l'humain et qu'on a tout avantage à retrouver notre intelligence. Puis notre intelligence, c'est quoi? C'est fondamentalement trois choses qu'on a négligées. Notre intuition ou notre instinct, qui est l'intelligence du corps plutôt, nos sensations, puis nos sentiments, nos émotions. C'est une forme d'intelligence qui n'a rien à voir avec le quotient intellectuel, avec le degré d'instruction aussi. D'ailleurs, encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut se rendre compte dans cette crise qu'on vit que parfois, plus on est éduqué, plus on a passé à travers le système d'éducation, plus on est endoctriné et plus c'est difficile de sortir de certains postulats, des idées préconçues qui sont biaisées. Et moins on est intelligent. L'intelligence n'a rien à voir avec l'instruction. Et c'est entre autres une des révélations de cette crise. Donc, retrouver notre intelligence, retrouver aussi notre connexion avec la vie, la terre, dans le respect de cette nature. Qu'est-ce que je voulais vous raconter aussi? J'ai lu un magazine qui s'appelle Nexus, qui est vraiment génial. Entre autres, il y a un article là-dedans sur les injections, les dites vaccinations. Il parle de la composition du vaccin et de l'effet de ces produits dans notre corps. Et c'est expliqué de façon, je dirais, bon, très élaborée, mais aussi accessible. Il y a un autre article qui m'a intéressée et il s'intitule La conscience collective planétaire et c'est quelqu'un qui est interviewé, Patrice Van Hersel. Et lui-même cite une connaissance botaniste qui disait ceci, il dit, dans le fond, je crois que la Terre tourne autour du Soleil par amour. Puis il disait que si un de ses étudiants écrivait ça dans un examen, ben, il lui donnerait la note de 0. Parce que en science, on ne peut pas tout dire. Mais peut-être qu'il ne faut pas se fier tant que ça à la science qui est rapportée par les acteurs médiatiques ou par les acteurs du système actuel. Dans cet article aussi, on cite Einstein qui disait « Plus je découvre, plus je m'émerveille, plus je m'incline ». Et on rapportait aussi un extrait du dialogue avec l'ange qui dit « On peut s'incliner en étant rabaissé ou on peut s'incliner en étant élevé, en s'élevant ». Et la deuxième option parle de ce sentiment de gratitude qu'on peut éprouver quand on s'incline devant ce qui nous dépasse. La science ou l'humanité, à mon avis, ou je l'espère, s'en va vers une plus grande humilité devant ce qui nous dépasse. On réalise que
je dirais la base, la fondation du système que l'homme a construit, c'est l'ego. C'est les instruments qui ont été utilisés pour instrumentaliser les humains, c'est leur ego. Maintenant, l'humilité, la sincérité, c'est probablement, à mon avis, les signes ou les caractéristiques d'une nouvelle humanité. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Alors, je reviens sur... J'ai le sentiment, trois choses. On doit redevenir intelligent, c'est-à-dire pouvoir utiliser notre capacité de juger soi-même devant la tonne d'informations qui circulent, les informations qui ont du sens pour nous. Deuxièmement, on doit faire table rase des informations euh, qui circulent présentement, mais aussi les informations qui ont été rapportées dans les livres d'histoire, par exemple, ou dans la science, quand on parle de, par exemple, la science traditionnelle reliée à la physique ou à la psychologie ou à la médecine. On a pris pour acquis bien des choses qui sont remises en question, qui sont remises en question maintenant. Et troisièmement, cesser de se laisser mépriser. Et par rapport à l'intelligence, je reviens sur Twitter. Je sais que je suis sur Twitter. Je suis sur plein de plateformes jusqu'à maintenant, jusqu'à temps que je sorte de toutes ces plateformes-là parce que je trouve que c'est un peu contradictoire pour moi, en tout cas. Quand la première fois, j'ai commencé à voir circuler les interventions d'Elon Musk, puis entre autres son désir d'acheter Twitter, puis ce qu'il a fait après avec les Twitter Files. Et puis là, tout de suite, je dis qu'il est très utile, Elon Musk, comme Trump est très utile, comme Poutine aussi. Ils sont tellement utiles parce que grâce à eux, il y a des gens qui ne sont pas nous, par exemple, qui sont plus au courant maintenant de certaines informations qui étaient tenues secrètes jusqu'à maintenant ou dont on ne parlait pas dans les médias de masse, comme cette censure dans Twitter puis dans les autres médias sociaux. Donc, la première fois que je l'ai vu intervenir, j'ai trouvé ça étrange parce que si on connaît un peu l'histoire d'Elon Musk, puis sa volonté liée au transhumanisme, on se dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis l'idée qui m'est venue très spontanée, et souvent je le dis sans prétention, là, c'est, ah tiens, ça pourrait être intéressant pour certaines personnes de regrouper dans un média social tous ceux qui s'opposent au narratif du gouvernement, comme ça on pourrait mieux les surveiller. C'est l'idée qui m'est venue en me disant, ah, c'est peut-être pour ça qu'Elon Musk est en train d'attirer dans Twitter toutes les gens qui ne sont pas d'accord avec le narratif officiel. Puis, récemment, il y a Claude Gélina qui a partagé un concours au fédéral, au Canada. Donc, on recrute des gens qui vont surveiller les conversations sur Twitter pour documenter l'hésitation vaccinale. Il y a une tonne d'informations. On ne sait pas quelles informations sont vraies, quelles sont fausses, à quoi servent certaines informations, qui initie ces démarches-là. On s'y perd, on est un peu confus dans tout ça. Et c'est pour ça que peut-être qu'il faut faire le ménage, sortir un peu de ce système, puis revenir vers soi, puis se poser la question, qu'est-ce qui a du sens pour nous? Puis le prendre comme un élément qui n'est pas si important en même temps. Ces interprétations qu'on peut avoir de la réalité ne sont pas si importantes parce qu'il y a vraiment un mouvement qui avance vers une plus grande connaissance, compréhension de la réalité. Peu importe les erreurs qu'on peut faire parfois d'interprétation, par exemple. J'ai regardé aussi un documentaire sur les Vikings. Le documentaire n'est pas très bien fait. Je vous l'ai mis là, en référence dans la description de la vidéo.
Mais ça nous amène à nous poser des questions sur qui étaient les Vikings. Est-ce que c'était des hommes agressifs qui attaquaient des bateaux, des villes pour une question d'argent? Ou dans ce reportage, on explique que c'était à l'époque de l'esclavage blanc et les Vikings venaient à la défense de ce mouvement qui était initié par l'Église chrétienne et une alliance avec les musulmans qui allait dans les pays scandinaves, entre autres, et retirait les terres aux païens qui avaient leur Dieu, qui avaient leur foi et qui vivaient de leur terre. Et leur disait, vous avez deux choix, soit vous devenez chrétien, et à ce moment-là, vous allez être des serfs, vous allez être des serviteurs de gens qui possèdent votre terre, qui vont posséder votre terre. Et si vous refusez, vous allez devenir esclave. Et donc, on envoyait ces esclaves dans les pays musulmans. Et il y avait, entre autres, des femmes, des enfants qui se faisaient castrer, qui devenaient eunuques pour les harems. Est-ce que c'est vrai? Peut-être. Mais du moins, ça nous force à sortir d'un genre de carcan mental dans lequel on est, où on prend pour acquis certaines choses. Et ça, c'est très positif à mon avis. À chaque fois qu'on est déstabilisé, qu'on vit un sentiment d'étrangeté, c'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, du moins, ou pas tout à fait faux, et que le passé qu'on nous raconte, c'est le passé des vainqueurs qui ont réécrit les livres, parce qu'on sait que les livres ont été écrits par certaines personnes qui avaient des préjugés de leur côté pour défendre leur propre intérêt. Je ne crois pas que ce sont les représentants des politiques ou des médias subventionnés qui vont changer la donne. Je crois que c'est des gens, des simples gens qui vont le faire. Et je pense il s'appelle Pascal Najadi, qui a accepté une entrevue avec Chloé Flammery. Je vous raconte son histoire rapidement. Son père, en passant, était ambassadeur en Malaisie, s'est fait tuer parce qu'il allait dénoncer le blanchiment d'argent, parenthèse. Mais essentiellement, c'est un homme qui a reçu ses 3 doses de Pfizer, qui a encouragé sa femme à faire de même et je crois sa mère aussi, et qui entend le témoignage d'une représentante de Pfizer au Parlement européen qui dit qu'il n'y a pas eu de test pour prouver que le vaccin empêche la transmission. Il est sous le choc. À ce moment-là, il se rappelle que le président de la Suisse, alors c'est un Suisse, avait dit, avait encouragé les gens et tous les médias à ce moment-là de se faire vacciner pour protéger les autres. Alors, ce qu'il fait, c'est il dépose une plainte contre le président de son pays. Et là, c'est son témoignage qui dit, je suis triste et je crains pour les effets de cette vaccination sur mon corps. Et je me rends compte, parce que j'en parle aux gens qui m'entourent, de ce que je découvre, je me rends compte comment c'est difficile d'accepter qu'on se soit trompé. C'est tellement difficile d'accepter nos erreurs, d'accepter qu'on est imparfait, d'accepter que des fois, on a cru certaines choses, puis qu'on réalise par la suite que c'était faux, c'était pas vrai. C'est difficile d'admettre ça. Et la sincérité de cet homme, pour moi, c'est le signe de cette attitude qui, à mon avis, on commence à développer l'authenticité, la sincérité, la reconnaissance en nous-mêmes qu'on peut avoir été pris par notre ego parfois, par notre besoin d'avoir un espoir dans la société actuelle. Tout ce qui a fait en sorte qu'on a cru à certaines choses. Et puis l'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé. Et la sincérité d'admettre qu'il y a encore de l'espoir. L'espoir dans les simples gens qui changent la donne. Je pense à, comment il s'appelle, John Carpet, qui est en entrevue avec à Théovox
et qui raconte qu'il était emprisonné pendant 24 heures. Vous écouterez l'entrevue si vous voulez, il explique pourquoi. Mais essentiellement, ce qu'il dit, il raconte que dans sa cellule, il n'y avait pas de lit, puis il y avait une toilette, mais il y avait une caméra, donc il n'y avait pas d'intimité. Et son bonheur, ça a été quand il est rentré chez lui et qu'il a pu dormir dans un lit. Et le sourire qu'il a à ce moment-là parle de cette sincérité. Et ça m'a rappelé qu'en psychologie positive, on s'est intéressé à la différence entre un sourire naturel puis un sourire qui est forcé. Et cette idée peut nous amener à retrouver notre capacité d'observer, de regarder les gens et puis de reconnaître la sincérité ou non de ces personnes qui sont devant nous et qui nous donnent de l'information. Puis, en même temps, on peut se tromper, on peut penser que les gens sont sincères, puis se tromper, ou bien penser qu'ils ne sont pas sincères, puis se tromper aussi. Mais j'ai l'impression qu'à force d'être plusieurs à partager nos points de vue, et c'est pour ça qu'on a non seulement le droit, mais le devoir de partager notre point de vue avec humilité, bien, tout ça crée un éclairage qui nous aide à mieux comprendre, puis à prendre des décisions pour nous-mêmes aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire en plus de ça? Je pense que ça fait le tour. Ah ben, je parle des simples gens qui vont changer la donne. Benoît Duguay, qui est un prof à l'UQAM, qui parle de McKinsey, du fait que c'est pas normal qu'une entreprise internationale gère l'immigration dans notre pays et que cette entreprise, elle gère aussi 60 pays, je crois, en tout cas un grand nombre de pays qui ont des cultures et des contextes très différents et a géré la dite pandémie de la même manière. Et là, on a décidé de faire une enquête. Et cette enquête peut nous réjouir dans un certain sens parce que les gens entendent parler de ces anomalies sur le plan gouvernemental, politique, puis en même temps, on peut penser que ces enquêtes, c'est une façon de calmer un peu la population et de faire en sorte qu'ils finissent par oublier finalement comment ça se passe dans nos pays. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai le sentiment qu'il y a un certain nombre d'enquêtes qui peuvent être utiles parce qu'elles éclairent la situation, parce qu'elles disent, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, puis en même temps, on peut penser que c'est une stratégie pour éteindre le feu actuellement. Mais c'est pas grave parce qu'on avance. Et puis, bon, je termine là-dessus en vous disant merci beaucoup pour vos commentaires et j'espère que la liste des commentaires vous permet d'exprimer vos points de vue et qu'on s'entraide pour être éclairé puis prendre nos décisions. Bon, merci et puis à bientôt.